Alors, préparez-vous, ça va commencer. On enchaîne parce qu'effectivement, on a plein de choses à dire. Encore un sujet passionnant. On n'arrête pas en fait, il n'y a que ça aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous ne pourrez pas sortir de cet amphi en fait. Vous rentrez, vous ne sortez plus. On va parler de JV ciné-littérature quand les médias s'adaptent. C'est-à-dire les films qui sont adaptés en jeux vidéo, les jeux vidéo qui sont adaptés en film, mais pas uniquement le jeu vidéo ou le cinéma, mais aussi la littérature. Je vais laisser mes invités se présenter tout d'abord et leur lien avec le sujet, avant de vous parler un peu de chiffres. Ça ne va pas durer longtemps, mais c'est juste pour se faire une idée. Donc allez-y, mes invités passionnants, présentez-vous. Je commence, d'accord. Ah, Bonjour, moi c'est David Duriot, je suis producteur dans un studio de jeux vidéo qui s'appelle La Poule Noire, c'est basé ici à Angoulême. Et on a adapté et sorti en mai 2023 un jeu qui s'appelait Et on tuera tous les affreux, qui était l'adaptation d'une nouvelle de Boris Vian qui s'appelait Et on tuera tous les affreux. Bonjour, je suis Alexis Blanchet, je suis enseignant-chercheur à la Sorbonne Nouvelle à Paris et je viens de donner cours une fois par an ici en histoire du jeu vidéo, donc il y a peut-être quelques étudiantes et étudiants qui m'ont eu à l'automne dernier et j'ai travaillé sur les relations cinéma et jeux vidéo. Et moi c'est Lucie, plus connue parfois sous le nom de Luma. Toujours très intéressée par le cinéma pendant mes études de journalisme et ensuite vous m'avez peut-être connue dans les lignes d'un média jeux vidéo spécialisé où j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc, voilà. Très bien, merci à vous d'être là et de partager avec moi cette table ronde sur un sujet qui soulève plein de questions et surtout on en rigole pas, on n'aime pas, on peut se poser la question de l'utilité, mais c'est quelque chose qui est réel depuis bien longtemps. On va commencer effectivement par des chiffres un petit peu. Là, on a effectivement une analyse qui a été présentée donc, dans la revue des médias, notamment merci à Alexis pour ces chiffres-là. Ça va vous donner une idée, là on le voit déjà de toute façon, le graphique est très parlant, sur les adaptations, en fait, c'est-à-dire le nombre de films qui ont été adaptés après en jeux vidéo. On voit 3 périodes très distinctes. Entre 75 et 83, on avait entre 1 et 4 films par an qui donnaient lieu à une adaptation simultanée. Entre 84 et 2001, là, on est passé d'une moyenne d'une dizaine de films par an, donc quand même bien plus. Et depuis 2002, on a quand même 22 films par an qui sont adaptés. Je m'excuse de lire. En fait, je t'ai envoyé cette ressource-là, mais moi, j'ai suivi les chiffres jusqu'en 2014. Oui, voilà. C'est ça. Et en fait, le spoiler, c'est que ça s'effondre totalement. Et non, et alors c'est très intéressant. Et je suis désolé parce que j'ai ressorti le graphique mercredi avec mes étudiants à Paris. Et puis d'un coup, je me suis dit, mince, en le voyant, je me dis... donc, voilà. En 2004, je me suis amusé à compter le nombre de films qui avaient été adaptés en jeux vidéo. Il n'y avait pas de ChatGPT, il y avait très peu de bases de données. Donc j'ai sorti des full sets en essayant de trouver des documents officiels. Il y en avait très peu. C'était très intéressant de voir que les constructeurs ne tenaient pas du tout une comptabilité de ce qui sortait sur leur plateforme. Et j'en étais arrivé en 2010, au moment où cette synthèse sort sur INA Global. Et il se trouve que l'année suivante, ça commence à s'effondrer et 4 ans plus tard, il n'y a plus que 3 films qui sont adaptés sur les plateformes que j'avais repérées à l'époque. Oui. Petite chose méthodologique, j'avais pas pris à l'époque le smartphone parce que j'ai commencé en 2004 à faire ça et il n'y avait pas d'iPhone. Voilà, donc mis à part le smartphone que j'ai pas suivi, c'était aussi plutôt difficile à monitorer. C'était plus simple sur les consoles de salon, les choses comme ça. Mais en fait, l'adaptation de films en cinéma et en jeux vidéo a totalement disparu du paysage vidéoludique. Il représentait en moyenne entre 12 et 15% des plateformes des années 90 et 2000. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, ne t'excuse pas du tout, parce qu'au contraire, du coup, justement, ton éclairage là-dessus est intéressant. Je pense que ça peut, de toute façon, se mettre en perspective avec une crise dans l'industrie du jeu vidéo qui, forcément, impacte des adaptations. Peut-être qu'il y a eu une saturation à un certain moment aussi. C'est-à-dire que là, effectivement, on l'abordera un petit peu plus tard. Mais est-ce que c'est toujours pertinent ? Le jeu vidéo se développe, le public devient aussi plus exigeant. Donc, quelque part, ça devient beaucoup plus difficile de... faire comme effectivement dans les années 70-80, vous allez voir des images délicieusement rétro, où on était à l'ère de tout
capitalisé à fond. On avait notamment, par exemple, un des dessins animés qui était créé uniquement pour vendre des produits dérivés, des peluches, des jeux vidéo, des choses comme ça. Mais du coup, on peut se poser la question quand même d'emblée, donc sur tout ce qui est question de jeux vidéo tirés de films. Est-ce que, évidemment, l'enjeu au départ, c'était de se faire de l'argent, mais est-ce que ça a quand même boosté l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là? Est-ce que ça n'a pas été un support, vu qu'il y a eu énormément d'adaptations? On pense par exemple au studio LucasArts et une centaine de jeux autour de Star Wars, par exemple. Est-ce que c'était pas un peu un mal pour un bien à cette époque-là, selon vous? Alors, ce n'est pas forcément une garantie de succès, c'est un moyen de sécuriser la production, d'adapter un film de cinéma, et ça se noue à des mutations qui ont lieu à Hollywood dans les années 70. On a souvent tendance à parler du New Hollywood, du point de vue de chercheurs, par exemple, comme Geoff King, qui ont travaillé là-dessus, c'est-à-dire l'idée qu'à partir des années 70, il est rare qu'un film se rentabilise en salle de cinéma. Et donc, il va falloir trouver des moyens de le rentabiliser ailleurs, c'est les produits dérivés. Le t-shirt, la parure de lit, le mug. Et le jeu vidéo rentre dans cette catégorie, puisqu'on est aussi dans un moment de création de gros conglomérats aux États-Unis qui vont se rapprocher, racheter, développer des filiales de jeux vidéo, Warner et Atari par exemple. Et donc en général, adapter un film de cinéma, c'est un moyen de sécuriser la vente du jeu. Ça peut tout à fait se voir du côté de Nintendo, à l'époque de la Famicom et de la NES. Tout simplement parce que Nintendo sélectionne un peu les éditeurs qui vont pouvoir éditer sur la plateforme, et ces éditeurs, ils ont la possibilité de sortir 3 jeux par an. Et quand on sort 3 jeux par an, on ne veut pas se louper. Et donc pour ne pas se louper, on va voir que beaucoup d'éditeurs, même au Japon, même sur le marché de la Famicom 100% japonais, vont se tourner vers le film de cinéma. C'est une question de sécurisation qui existe encore aujourd'hui. Comment on sécurise le succès commercial d'un jeu vidéo? Adapter un film de cinéma, c'est un bon moyen de sécuriser ça. Il faut penser en termes de public, justement, à cette époque-là, dans les années 80. C'est moins vrai aujourd'hui parce que c'est rare, les générations qui ne sont plus gamers aujourd'hui, le jeu vidéo commence à faire de vieux os presque. Mais à ces époques-là, dans les années 80, en fait, il y a toute une partie de la population qui ne sait pas trop ce que c'est, le jeu vidéo. Je pense aux parents qui, en fait, ont acheté une console à leur enfant. Et c'est facile, dans les rayons du supermarché, d'acheter un jeu E.T. parce qu'il y a E.T. sur la boîte. Donc, il y a un côté sécurisant aussi pour les familles. Juste avant, on parlait des Peggy, en plus. Quand on connaît le personnage qu'on achète pour son enfant, c'est quand même vachement plus simple de plus ou moins savoir à quoi il va jouer. On a vu le film, on sait où ça va aller, quoi. Exactement. Et ça ne s'est pas fait du coup qu'avec de films et jeux vidéo. Enfin, je vois Astérix sur, j'imagine, un jeu infogramme. Ils s'en sont fait. Il y a des studios qui s'en sont fait en fait leur spécialité de faire des adaptations aussi. Et donc il y a ce côté rassurant pour le consommateur de toujours retourner vers ce genre de titre, même sans rien y connaître aux jeux vidéo du coup. Oui, c'est ça. David. Non, moi, je pense que je suis né en 87, donc je vais te donner mon rapport de consommateur. Je pétais les plombs sur les jeux Star Wars, donc en fait pour moi c'était clairement, je pense, un produit dérivé, et j'ai souvenir de l'enchaînement, aller voir des films et vouloir le jeu derrière. En fait, ça, je pense que ça marchait bien comme ça sur ma génération, j'ai l'impression. Mais désolé, en termes techniques, je pourrais pas dire plus que ce qui a été dit. C'était vraiment génial. Vraiment, je pense que c'est important aussi d'avoir nous comment on a vécu ça aussi, parce que moi je suis un petit peu plus vieille, mais je me rappelle effectivement de ce côté très systématique, où on savait forcément qu'on allait retrouver le jeu, quoi. C'est-à-dire il y avait une sorte de sécurité, et c'est incroyable à quel point le lien s'est installé très, très logiquement en fait. Après on était noyés par ça aussi, donc forcément ça joue, mais oui, il y a un côté très sécurisant, où je pense que du coup on cherchait aussi un peu des choses différentes, c'est-à-dire que maintenant avec un développement du marché du jeu vidéo qui a beaucoup changé, maintenant on cherche probablement des expériences plus originales, plus différentes, qui vont bousculer plus de choses, nous questionner sur des sujets. À l'époque, c'était juste on joue, et là, en plus, en l'occurrence, on joue dans un domaine qu'on connaît, donc c'est 100% plaisir, quoi.
Oui, puis il faut penser que ces jeux n'avaient pas vocation à être de grandes révolutions dans le jeu vidéo, à créer de nouveaux game design, à créer de grandes percées dans ce que le média peut proposer. C'était souvent, on prend un modèle existant de la plateforme à la Mario, par exemple, et on y colle, entre guillemets, un skin, je sais pas, Mickey, par exemple, ce genre de choses. C'était simplement, on fait une base très très simple, et comme on met le skin par-dessus, entre guillemets, ça va se vendre, ça sécurise les ventes, non seulement pour le studio, mais aussi pour, du coup, le studio d'origine du produit. Ils n'avaient pas vocation de faire du grand jeu vidéo. Ouais. C'était, on fait ce qui marche. Et on le voit avec des jeux, même par exemple, il y a eu des licences autour des jeux Elvira, Mistress of the Dark, où ça reprend pas forcément toujours ses films, ni son univers, où c'est juste, on a mis Elvira, et hop, on va lui faire grimper des montagnes, jouer avec des boules de neige, enfin bon. Voilà, ça a l'air incroyable. Et ça marche très bien. Il y a un effet, produit d'appel en fait. Voilà, le film de cinéma est un produit d'appel. Tu vas être attiré vers un jeu Elvira parce que tu as la connaissance du film. D'ailleurs, pas forcément à l'époque en salle de cinéma, l'exploitation sur cassette vidéo, autre type de moyen de rentabiliser les films au moment où ils n'arrivent pas dans leur majorité à se rentabiliser en salle de cinéma. Et du côté de la sécurisation, adapter un film, même si parfois on voit qu'il y a des écarts qui sont très grands, et c'est ça qui va être intéressant, plus on avance, plus les écarts vont être importants par rapport au film, c'est que ça donne quand même clé en main un univers, et donc ça accélère les processus de fabrication, d'une certaine façon. On a des personnages, on a des décors qui vont devenir des niveaux de jeu. On a un suivisme, comme l'a dit Luma, c'est-à-dire c'est des jeux qui sont, dans leur grande majorité, peu innovants, qui vont suivre les formules à succès du moment, le jeu de plateforme dans les années 80-90, le third-person shooter dans les années 2000. Et puis, de temps en temps, il y a un objet ou deux qui peuvent dépareiller. Moi, je vous invite à jouer à la version Alien Resurrection sur PlayStation, qui graphiquement est vraiment un first-person shooter un peu de la fin de la période de vie, où elle est assez bien maîtrisée, et où les développeurs font un très très beau travail d'ambiance et d'univers. Donc il y a de temps en temps des surprises, mais sur un paysage général, en effet, qui est plutôt un suivisme éditorial. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Du coup, on peut quand même se poser la question du problème de manque de création et de liberté quand on part de quelque chose que tout le monde connaît déjà, puisque mine de rien, et là, David, tu pourras toi aussi en parler, puisque dans l'adaptation d'un roman de Boris Vian, alors là, c'est quand même intéressant parce que du coup, tu pars du principe... Enfin, comment est-ce que vous avez réfléchi à ça, dans le sens où... Est-ce que l'idée, c'était adapter quelque chose dont vous pensiez que tout le monde le connaissait peut-être de base, forcément évident, ou alors de le faire découvrir, ou de... Tu vois, parce que moi, la question que je me pose, c'est du coup, est-ce que c'est pas frustrant d'être sûr qu'on est cadré finalement, ou alors vous êtes vraiment sorti de ça le postulat de départ, alors c'était très métier dans un premier temps, c'était un peu, on va dire, bête et méchant, mais on n'avait pas de game designer ni de narrative designer dans le studio à la Poule Noire. Donc on s'est dit, peut-être qu'au lieu de se prendre les pieds dans le tapis, d'essayer de créer quelque chose alors que c'est pas nos métiers, pourquoi pas adapter quelque chose. Et en fait, ça tombait, on a proposé ça parce que je venais de lire le livre et je trouvais que le livre avait un rythme qui correspondait à un jeu vidéo, comme beaucoup de nouvelles noires de cette époque-là, en fait. Donc c'était ça. Et en fait, c'est vraiment plus tard, parce que du coup, ça devait être notre premier jeu, finalement c'était le deuxième, et donc quelques années plus tard, en rencontrant les ayants droit de Boris Vian et la maison d'édition qui était là, en discutant, on s'est dit, ouais, effectivement, ça peut être juste l'occasion de, même si on a quand même brandé le jeu pour en parler, mais bon, Boris Vian, c'était pas non plus le move le plus smart en termes de marketing pour vendre des jeux, mais on s'est quand même dit, on fera quelques allusions, et peut-être que des gens auront envie d'aller découvrir l'œuvre de Boris Vian, en fait, comme... je pense c'est l'exemple de beaucoup de films qui sont tirés de romans sans dire qu'ils viennent du roman, mais c'est juste qu'ils ont 2-3 idées qui viennent du roman, et donc plus tard on dit ah tiens, ça pourrait être intéressant d'aller le voir. Et je pense que ça a été cette idée. Et ensuite, pour le cadre, tout ce qui était important pour les ayants droit, c'était qu'on dénature pas vraiment le propos et qu'on garde beaucoup de choses. On a voulu enlever des choses, ils étaient d'accord parce qu'on avait un argumentaire, mais derrière ils voulaient qu'on garde le début, le milieu, la fin, et autour on faisait un peu comme on voulait. Surtout que c'est des gens qui sont quand même, on va dire, assez intelligents et qui comprennent que c'est pas leur métier et qu'ils savent bien qu'on raconte pas une histoire dans un jeu vidéo comme on la raconte dans un livre ou dans un film. Donc on a été quand même assez libre là-dessus, quoi, au final. Et puis il y avait un dialogue de toute façon aussi sur ce que vous vouliez faire, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Enfin, oui, il y a eu une petite phase. Alors je dirais pas que c'était de la négociation, c'était plus comprendre notre vision, comprendre la vision. Donc on a travaillé en fait avec Nicole Berthold, qui était donc cette personne, et c'était l'assistante d'Ursula Vian, donc la dernière femme de Boris Vian avant qu'il décède, donc qui connaît cette personne depuis 70 ans, qui comprend bien
toute l'œuvre de Boris Vian, donc elle voulait être sûre de ce qu'on voulait dire, de ce qu'on voulait raconter, que ça lui allait. Et en fait, parce qu'elle a la vision, je pense, stratégique et marketing de comment on vend du Boris Vian. Et surtout qu'elle reçoit 80 demandes d'adaptation par mois. Donc voilà, c'est assez. Puis il y a un film là qui va en plus. Il y a plusieurs films qui vont se faire là prochainement. Donc elle était dedans. Elle a participé par exemple au scénario de L'écume des jours avec Gondry. Donc voilà, narrativement, on sentait qu'elle avait des choses à dire et en fait tout ce qu'on lui a proposé c'était ok quoi. Ça n'a pas été une négociation très très compliquée au final. Ouais. Oui, puis bon après il y avait quand même une volonté d'adaptation. Alors par transparence aussi, je précise que moi j'ai été déjà amenée à travailler avec David puisque le jeu non seulement a été porté aussi, voilà, en jeu vidéo, et on a fait un concert, jeu concert, jeu concert et ça c'est incroyable et c'est vrai que ça montre aussi que finalement techniquement, c'est une adaptation musique du roman à la base. Voilà, donc c'est des démarches qui existent et qui sont du coup très loin de ce qu'on a évoqué avant, de ce côté très monétaire, cash grab un peu facile, où là, du coup, l'idée, c'est de faire vivre. Alors, j'ai noté, c'est une question un peu, c'est pas racoleur, mais c'est juste de se dire qu'il y a aussi un domaine un peu de la fanfic, que de prendre une œuvre qu'on aime beaucoup et de l'adapter dans un média qui va nous permettre d'y jouer et de créer notre propre histoire dedans aussi, quoi. Je pense que nous, c'est ce qu'on a fait, parce que Trigger Warning, dans le bouquin, il y a beaucoup de scènes de violence faites aux femmes et de viol, et tout ça, nous, on a décidé de l'enlever complètement, on a expliqué pourquoi. Et en fait, ensuite, quand des journalistes à la sortie du jeu nous demandaient pourquoi on les avait pas mis, on dit allez lire le livre en fait. Et ça, pour le coup, pareil, les ayants droit l'ont bien compris en fait. Ils savent bien que l'époque à laquelle a écrit le livre Boris Vian, c'est pas la même qu'aujourd'hui, donc on n'a plus envie de raconter de la même façon. Ce qu'on a voulu raconter, c'est des choses qu'on pouvait transposer entre les années 50 et aujourd'hui. Le reste, on s'est dit, il y a aucun ressort scénaristique, ça apportait rien du tout au bouquin quoi, et au jeu, donc on l'a enlevé. Tout simplement quoi. Sachant qu'il y a quelque chose de différent entre lire un livre et jouer à un jeu, parce que l'aspect interactif, l'aspect de je prends une manette en main pour contrôler un personnage, pour faire avancer une histoire, quand on est confronté à ce genre d'événement alors qu'on est en tant que lecteur ou en tant que joueur, c'est deux expériences qui peuvent être extrêmement différentes, donc bon move. Oui, c'était on l'a big up à Fiona qui nous a écrit et fait le jeu, qui a détesté le livre, il détestait son héros, donc ça a été très compliqué d'arriver pour elle de faire ça, mais elle s'en est bien sortie parce que surtout le héros est un tocard, mais c'est plaisant quand même à l'accompagner dans sa tocardise au final. Oui, c'est bien traité, mais ça prouve qu'effectivement on peut adapter et on peut remettre au goût du jour des narrations très datées sans les dénaturer, quoi. C'est-à-dire que ça, pour moi en tout cas, ça donnait quand même potentiellement envie de découvrir l'œuvre. Il n'y avait pas ce problème-là, alors qu'en fait on va dire c'est pas fidèle. En fait, il faut aussi remettre ça au goût du jour. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Oui, c'est ça, c'est une adaptation. Si vous voulez être fidèle à l'œuvre, vous lisez le livre. En fait, je pense que c'était la seule chose, le seul argument qui était au final valable à donner aux gens, quoi. Mais ça s'est très bien passé. Cet argument-là est passé avec tout le monde. Il n'y a personne qui nous a dit. Oui, il n'y a pas eu de résistance. Voilà. Non, vraiment pas. C'est bon à savoir parce que voilà. Ça répond plus ou moins à une question que je me posais, c'est que est-ce que en adaptant en jeu vidéo une œuvre de base, que ce soit du coup un livre ou un film, est-ce qu'on ne dilue pas l'intérêt de l'œuvre de départ ? Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique de du coup épuiser un peu la narration et de se dire que les gens du coup vont se lasser, quoi ? Selon vous, ou est-ce qu'au contraire du coup ça peut augmenter l'expérience ? Pour moi, l'expérience elle est multipliée justement dans cet aspect interactif de on prend le personnage en jeu, on prend l'action en jeu, et c'est nous qui faisons progresser l'histoire. Il y a notamment plein de jeux comme ça qui étaient très réputés très difficiles, et donc il y a un côté où on est vraiment le héros de l'histoire quand on arrive à la fin de ces jeux. Même c'est vraiment pas la même interaction de regarder un film ou de faire un jeu, et voilà, quand on prend le jeu en main, on est à l'intérieur de l'histoire, donc moi je dirais que ça augmente au moins peut-être le souvenir qu'on peut garder plus tard de ce film. Le film il peut être presque oubliable, mais on peut garder en mémoire le souvenir d'avoir réussi à aller au bout du jeu. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais il y a beaucoup de jeux dans les années 90 un peu. J'ai commencé mes armes moi sur Super NES et j'en ai quelques exemples comme ça en tête. On a souffert. Exactement. Mais donc oui, effectivement, il n'y a pas forcément de souci là-dessus, mais parce que c'est deux médias différents, effectivement, ouais. On va aborder la partie de ciné, de films adaptés à partir de jeux vidéo. Slide suivante va nous montrer que
Est-ce qu'il y a un abus Est-ce que cet abus a peut-être joué sur l'effondrement que tu évoquais, Alexis? Est-ce que voilà, on peut le constater, il y a des bonnes choses, et puis il y a d'autres choses, quoi. Là, c'est pareil. La motivation première, on va pas se mentir que ça reste l'argent. C'est quand même important de. Enfin, oui, ça dépend. Ça dépend. En vrai, ça dépend. Ouais. Mais la question que je me pose aussi, c'est à l'heure alors en Big 2025, on y est un peu moins parce qu'on est là aujourd'hui, on parle de jeux vidéo, il y a quand même effectivement plus de considération, mais il y a quand même un mépris sous-jacent du jeu vidéo dans le grand public, on va dire. Est-ce que, selon vous, le fait d'adapter un jeu vidéo au cinéma, ça serait une forme de crédibilisation du média et que les gens se disent, voilà, à partir du moment où il est porté au cinéma, on va voir le jeu vidéo un peu différemment ou Si tu me permets de commencer, je dirais que c'est une reconnaissance des pratiques sociales que représente le jeu vidéo quand, à Hollywood, en 1993, un film de série B qui s'intitule Super Mario Bros. C'est un film de série B d'un point de vue économique au sens où c'est un petit studio qui porte ça, c'est pas du tout un blockbuster ou quoi que ce soit. D'une certaine façon, il atteste de la reconnaissance dans les publics des salles de cinéma que la pratique du jeu vidéo est là et que Super Mario incarne à cette époque-là probablement la pratique du jeu vidéo. C'est probablement un film à réévaluer ce Super Mario de 93, surtout au regard de la version qui est sortie là, parce que d'une certaine façon, c'est un objet qui est totalement impossible aujourd'hui, donc il y a une forme de liberté dans le geste d'adaptation, qui a peut-être contrarié certaines spectatrices et certains spectateurs, mais au moins qui tente quelque chose. Si la courbe des adaptations cinéma vers jeux vidéo baisse, celle de jeux vidéo vers cinéma, elle monte et elle se maintient aujourd'hui. En fait, moi, je continue de recevoir régulièrement des appels de jeunes journalistes. Très souvent, c'est à eux qu'on va confier « Ah bah tiens, il y a Minecraft qui sort, va nous trouver un spécialiste qui va vous raconter quelque chose dessus. » Et en fait, bon, ils ont 20 ans et ils me disent « Il n'y a jamais eu autant d'adaptations. » Et je suis obligé de leur dire « Mais en fait, c'est un phénomène qui existe depuis 32 ans en prise de vue réelle. » Et en fait, il y a une routinisation aujourd'hui de cette pratique-là, puisque chaque année, c'est de 2 à 4 jeux vidéo qui sont portés sur le grand écran, si je prends simplement la sortie en salle. Et Luma évoquait tout à l'heure Devil May Cry qui arrive sur les plateformes. Si on complète avec les plateformes, on voit qu'il y a une forme de routinisation. Je rajoute juste une chose dans les films que tu as placés sur la slide. Il y a des choses qui apparaissent assez clairement, c'est-à-dire que va être adapté en film de cinéma des jeux vidéo qui ont déjà en eux une nature cinématographique. Jeux vidéo d'horreur, film d'horreur, jeux vidéo d'aventure, film d'aventure, jeux vidéo ils n'existent plus beaucoup maintenant, mais d'arts martiaux, oui, les Street Fighter, les Mortal Kombat, les Dead or Alive, ils ont cette, ce contenu-là initial qui facilite le fait de les porter sur grand écran. Et puis, tu as mis quand même un objet sur lequel moi j'aime bien revenir en général, c'est le Tomb Raider avec Angelina Jolie, qui est un film tout à fait intéressant dans ce type de pratique jeux vidéo vers cinéma, parce que allez sur la page Wikipédia d'Angelina Jolie, regardez la filmographie d'Angelina Jolie, regardez ce qu'elle fait avant Tomb Raider et regardez ce qu'elle fait après Tomb Raider. Et vous allez voir que Tomb Raider, c'est un choix extrêmement payant pour sa carrière, puisque avant Tomb Raider, elle est plutôt dans des petites productions, dans des petits films. Après Tomb Raider, c'est des films avec Michael Mann, avec Clint Eastwood, c'est partager l'affiche avec Brad Pitt, c'est le moment où elle devient une star de cinéma. Et ça, c'est un marqueur assez intéressant, puisque aujourd'hui, des Todd Holland, d'autres acteurs vont se prêter à cette production-là, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Oui, ils n'auraient pas pris ce risque-là finalement accoler son image aux jeux vidéo, parce que ça reste un choix que certains ne veulent pas faire, parce que, encore une fois, on peut forcément se poser la question de l'image que garde le jeu vidéo. Il y a aussi quand même une question sur le public que ça séduit. Oui, c'est intéressant d'entendre que la carrière d'Angelina Jolie a explosé après avoir fait Tomb Raider, quand on sait qu'il y a beaucoup de films, je vois par exemple là, les Resident Evil de Paul W.S. Anderson, qui ont juste extrêmement mauvaise réputation, notamment auprès du public de joueurs,
qui n'ont pas été séduits. Je pense que c'est un euphémisme de beaucoup de jeux. Je crois que les Silent Hill ont quand même une meilleure réputation en termes d'adaptation, mais généralement, c'est presque un risque d'adapter un jeu en film parce que le public cible qui va être les joueurs vont peut-être rejeter le film de base de c'est pas comme mon jeu, c'est pas assez bien adapté, le réalisateur, on n'aime pas ce qu'il a fait avant, on veut pas qu'il touche à notre licence favorite. Donc c'est un public très exigeant à aller chercher et parfois ça peut faire des gros bids au cinéma en termes de box-office. Oui, et en même temps, sur le cas Resident Evil, ce qu'on voit bien dans la slide, c'est qu'il y a un film de cinéma, 99, si je ne dis pas de bêtises, et quand on regarde la com est très tournée vers le fait que c'est un jeu vidéo au départ. Et puis le deuxième sort après, et là c'est totalement effacé. La question qu'il y a un jeu vidéo à l'origine n'apparaît absolument plus dans les dossiers de presse, etc. Moi, je les avais consultés à l'époque, et il y a vraiment un choix des producteurs qui est en fait d'autonomiser la série Resident Evil, qui devient une série totalement cinématographique, avec son propre arc narratif, avec son propre état de la fiction Resident Evil, d'une certaine façon. Ce qui fait que la série de films nous confirme que ça va pas être des blockbusters, mais ça va être en fait des productions qui vont être suffisamment rentables parce que l'effet série, c'est très très intéressant du point de vue de la multidiffusion des films après leur sortie en salle. En fait, on les sort en salle tout simplement pour leur donner le vernis film de cinéma, c'est purement symbolique. Mais après, les multiples exploitations, les coffrets DVD, etc., les soirées ou les diffusions, on voit les chaînes de la TNT par exemple qui vont chaque semaine sortir un film, en deuxième partie de soirée rediffuser le film de la semaine précédente. Donc là, d'un point de vue commercial, c'est plutôt un geste payant. Le public des fans, on a souvent cette idée que c'est des films qui s'adressent aux fans. Moi, j'invite plutôt à déconstruire cette idée-là. C'est pas forcément des films qui s'adressent aux fans. Ubisoft s'était lancé dans une version d'Assassin's Creed avec 2 stars de cinéma, pour le coup. Donc, on retrouve cette idée-là. Et l'idée, en fait, on sait qu'à Hollywood, aujourd'hui, le premier week-end est déterminant. Il est déterminant parce qu'il doit être important pour essayer de rembourser rapidement tous les frais qui sont engagés sur la production. Et en fait, les fans vont être d'une certaine façon un appel d'air pour essayer de monter. Donc c'est toujours de voir de quel point de vue on analyse. La critique va être négative, peut-être que les communautés de fans vont être négatives sur les jeux, mais il y a des effets économiques qui se mettent en place autour des fans. On va les utiliser d'une certaine façon pour amorcer la pompe. Et après, le grand public vient. Assassin's Creed, il ne s'adresse pas aux joueurs d'Assassin's Creed, il s'adresse aux fans de Marion Cotillard et de Michael Fassbender, qui sont les 2 têtes d'affiche d'une production purement cinématographique. Oui, ce film-là, justement, il comptait dans les bids que j'avais en tête, parce qu'effectivement, en termes de rentabilité, il a été, je crois, tout juste à niveau de ce qu'il a coûté. Donc non, ils ne sont pas forcément faits pour faire de l'argent, les films adaptés de jeux vidéo. Mais en revanche, j'ai plus son nom, mais il y a un producteur d'Ubisoft qui avait dit à l'époque que c'est un film vitrine pour la licence Assassin's Creed de manière générale, qui était là pour capter potentiellement de nouveaux joueurs vers les jeux vidéo. Incroyable cohésion de cette table ronde, puisque ça faisait partie de mes questions. Puisque, effectivement, est-ce que il y a un intérêt à ramener les gens vers le jeu vidéo ? C'est pas forcément du coup à ramener les joueurs et joueuses vers le cinéma, mais plutôt l'inverse. Il est aussi utile de préciser, de rappeler toujours que il y a beaucoup de communautés de jeux vidéo qui sont très toxiques, hélas, et qui du coup vont avoir la même attitude toxique qu'ils ont d'habitude vis-à-vis des acteurs, actrices, vis-à-vis des adaptations, puisque forcément, comme on le disait, c'est pas uniquement des films qui sont à destination des gens qui connaissent les licences. Ça veut dire qu'il y a aussi forcément la nécessité de vulgariser un peu le jeu vidéo, d'expliquer les références, ou alors carrément de s'en affranchir, pour que n'importe qui, et surtout du coup les gens qui n'ont pas joué au jeu de base, puissent quand même suivre le jeu. Donc c'est ça aussi, c'est de trouver, juguler les fans qui vont attendre des références au jeu et les gens qui n'y connaissent rien, qui doivent quand même pouvoir comprendre. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas forcément l'exercice le plus simple, en termes d'attente. Non, c'est vraiment un jeu d'équilibrisme qui
En même temps, je trouve que c'est un peu vertueux pour le film parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on fait un film et qu'on ne fait pas un jeu. Et donc, il faut que l'œuvre vive en tant que film elle-même, toute seule. Et oui, on peut aller dans du petit clin d'œil. Là, pour le coup, on rentre presque dans le fanservice par moment. Donc, il y a un équilibre à trouver entre on fait un film ou on fait un film destiné aux joueurs qui la rentrerait dans du pur fanservice. Et ça peut être casse-gueule parfois pour des équipes de production du film. Un exemple comme ça qui a été un enfer de production, c'est le film Warcraft. Duncan Jones a vraiment galéré auprès de Blizzard pour que le film se fasse. Le film a mis 10 ans à se produire. Et créativement, ça a été très compliqué. Donc oui, il y a un équilibre qui est difficile à trouver en fait quand on. Donc c'est pour ça que est-ce que c'est fait pour l'argent? Ça serait finalement un peu trop facile de se dire bon, c'est facile, on fait un film depuis un jeu, puis voilà. Bah non, parce que créativement c'est en fait très compliqué, donc c'est la seule raison monétaire de ce type de projet n'est pas suffisante parce que ça peut être un enfer de production. C'est intéressant de voir que du coup effectivement c'est presque plus facile de faire un jeu vidéo à partir d'un film, et du coup l'occasion de se faire de l'argent facile serait plus là que l'inverse. Je voulais aussi mentionner, sans que ce soit véritablement des adaptations stricto sensu de jeux vidéo à la base, autour de 2001 et 2005, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu d'autres films un peu critiques de ça, mais par exemple, moi je pense à Avalon de Mamoru Oshii, qui date de 2001, qui était assez critique, notamment des FPS, c'est-à-dire que du coup là on avait une évocation de joueurs et joueuses dans un monde un peu post-apocalyptique, tout est sépia, c'est très dur, etc. Et on va avoir des joueurs et joueuses qui restent bloqués dans les jeux, qui en fait s'évadent d'une réalité un peu morne pour se tirer dessus les uns des autres, parce que c'est ça l'évasion a priori. Bon, voilà. Le film est fantastique en revanche, mais enfin toute objectivité. Mais du coup, il y avait quand même cette critique-là. 2005 après, on a eu aussi Hellraiser, Hellworld de Rick Botta. Petit clin d'œil à Henry Cavill, évidemment, qui a un rôle absolument horrible dedans. Où là, c'est pareil, c'était plutôt autour des MMO, où il était question d'un groupe de jeunes qui va commémorer un peu à la recherche de la mort d'un de leurs amis qui s'est suicidé dans un jeu. Enfin bref, voilà. C'est intéressant de voir qu'autour des années 2000, il y a quand même eu du coup cette problématique de dire hop, attention quand même, les jeux vidéo... ça peut être dangereux, etc. Alors, est-ce que c'est lié, Alexis, peut-être que tu pourras nous éclairer aussi à cette période? Est-ce qu'il y a eu un truc particulier? Bon, là, avec les Peggy, on a évoqué aussi Famille de France, mais bon, je pense que Mamoru Oshii et Ségolène Royal sont probablement pas meilleurs amis, ils ne se connaissent pas. Mais ça traduit quand même d'une façon de se rattacher au monde du jeu vidéo, mais pour le critiquer un peu. Alors, au risque de t'étonner, en fait, le discours des films qui traitent du jeu vidéo, puisqu'on est plutôt, allez, je donne un petit cas théorique, il y a 4 types de relations en fait entre médias. La citation, des films de cinéma dans lesquels on va avoir une borne de jeux vidéo, Soleil Vert de Fleischer par exemple, la première apparition d'une borne de jeux vidéo à l'écran. Le commentaire, donc là on commence à dire des choses et on va être plutôt dans cette catégorie-là, l'adaptation dont on vient de parler, et puis une troisième partie qui serait l'hybridation. Et là, d'une certaine façon, le film de Mamoru Oshii que tu évoques participe aussi, pas seulement du commentaire, mais aussi de forme un peu d'hybridation. Le commentaire des films de cinéma sur le jeu vidéo, il est dès l'origine négatif. C'est un des commentaires critiques. Tron, en 1982, ça nous parle de l'industrie du jeu vidéo. C'est quand même un développeur de jeu qui s'est fait piquer son code par une boîte et qui essaye d'aller le récupérer et qui nous montre un univers de jeu froid, hostile, duquel il faut s'échapper. Je ne suis pas encore allé voir Minecraft, mais j'ai l'impression qu'on est à peu près sur le même principe, qui est assez classique. L'univers de jeu vous enferme, mais il faut trouver un moyen de se barrer de cet univers. Donc, des films qui peuvent même être des films de placement de produits. Je veux dire que Video Kid, en 1989-90, qui est un film de placement de produits de la marque Nintendo, des gamins s'engagent dans un road movie pour aller à un concours de jeux vidéo. Il y a
tous les périphériques et les jeux de Nintendo qui sont évoqués, qui sont placés. C'est vraiment un objet fait en intelligence avec Nintendo, mais le discours, il est critique sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo, ça casse quand même les familles. Le vrai divertissement, ça reste quand même le cinéma. Et donc, on a constamment ce lien-là. Il faut attendre d'une certaine façon presque la deuxième moitié des années 2000 pour voir une génération de réalisatrices et de réalisateurs qui sont nés dans un rapport à l'image, qui mêlent littérature, cinéma, jeux vidéo, pour avoir une perception du jeu vidéo positive. Je prends comme exemple Reign Over Me, par exemple, une comédie dans laquelle on va avoir une séquence de Shadow of the Colossus. Il y a un film hollywoodien qui... voilà. Et autour de cette séquence de Shadow of the Colossus, c'est un film Columbia et c'est un jeu Sony, donc on a quand même aussi du placement de produits. On a quand même un moment où deux personnages retrouvent une sorte de plaisir à être ensemble, etc. C'est un jeu solo, mais enfin c'est à deux qui vont construire ça. Donc voilà, il y a ce rapport ambigu parce qu'il y a une concurrence entre médias et que les objets eux-mêmes sont porteurs de discours de cette concurrence. Oui, c'est ça, ça reste difficile de se mettre quand même d'accord et de ne pas se tirer la bourre. En plus, avec les implications monétaires qu'on peut connaître, quoi. Il y a tellement de choses à dire. On va laisser quand même, du coup, un peu plus de place cette fois-ci aux questions du public. Vous avez peut-être, vous, envie de nous partager en plus les adaptations que vous préférez. C'est important de voir. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce sujet-là, c'est voir quel est votre rapport à ces adaptations, parce qu'on peut théoriser sur le fait que c'est pour se faire de l'argent facile et tout, mais il y a quand même des expériences assez incroyables. Je ne sais pas, déjà même parmi mes invités, si vous avez des adaptations, des trucs qui vous ont particulièrement marqué, ou vous n'avez pas été déçus, ou vous êtes laissé surprendre. Personnellement, ces dernières années, dans le grand flot de Netflix qui s'est mis à faire énormément de séries depuis Castlevania en 2017, ils adaptent beaucoup de jeux vidéo en séries d'animation. Moi, je citerai le Cuphead Show, parce qu'il y a un retour à l'envoyeur. Cuphead était un jeu qui avait tiré son univers graphique des dessins animés, des premiers dessins animés des années 20-30 à peu près. Et là, il y a un retour puisque la série d'animation elle-même mélange animation 2D et animation 3D. Donc il y a un vrai cercle, full circle qui est fait autour du Cuphead Show, qui est très très jolie production, en plus très soignée de bout en bout, donc agréablement surprise par celle-ci. Ouais, et c'est cohérent, du coup ça sert presque le jeu aussi, il y a vraiment une porosité entre les deux. Oui, et je pense que ça restait un jeu indépendant, alors qu'il avait fait beaucoup de bruit dans la sphère des joueurs et des joueuses. Mais peut-être qu'il y a tout un public, Netflix étant tellement large en termes d'abonnés mondiaux, ça a peut-être aussi fait découvrir Cuphead à beaucoup de personnes qui ignoraient l'existence du jeu. Ouais. Qui ont dû détester leur expérience. Parce qu'il est dur, il est joli, mais il est dur. Traquenard. Oui, moi, en fait, dans cette magnifique slide avec quelques cauchemars et quelques bonnes surprises, en fait, moi, The Last of Us, la série a démarré, j'ai eu du retard parce que j'avais pas de PS3, PS4 chez moi. J'ai joué au jeu juste avant la sortie, en fait, et ça a été pour moi une bonne surprise parce que je me suis dit, c'était encore très frais dans ma tête, donc j'étais en mode c'est chouette. Et alors, j'ai pas du tout, peut-être que vous pourrez me dire si c'est le cas pour d'autres, mais ça a été brandé aussi avec le fait que coucou, on a fait venir le directeur créatif du jeu pour qu'il participe en fait à l'écriture. Et en fait, on voit, il y a un truc où ça marche bien, c'est qu'il y a un épisode entier qui n'est pas du tout dans le jeu, l'épisode 3, pour tous ceux et celles qui l'ont, qui est absolument magnifique. On se dit, voilà, on peut faire des choses qui sont quand même vraiment chouettes. Aussi, là où, pour le même studio, il y a un autre film qui s'appelle Uncharted, où j'ai l'impression que c'est pas de la même qualité. Non. Mais moi, ça me rassure aussi sur le fait que le jeu vidéo, c'est devenu en fait... c'est devenu juste un prétexte pour effectivement pour vendre, et donc c'est noyé là dans cette masse. Et en fait, dans l'autre sens, on l'a vu aussi. Il y avait un éditeur qui s'appelait Infogrames qui a déplié un nombre de jeux phénoménaux sur des licences. D'autres marchaient pas. En fait, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu. C'est qu'on se dit qu'il y en a un qui va péter, qui va faire que ça va faire venir les autres. Et c'est un peu la même stratégie, j'ai l'impression. Détective Pikachu, je crois que ça a été aussi brandé. Ryan Reynolds n'arrêtait pas de dire qu'il aimait la licence, en fait, donc ils l'ont brandé avec ça. Je sais pas si ça a apporté par contre d'autres joueurs et joueuses à ces jeux-là, même Last of Us, parce que j'ai pas l'impression que c'était brandé pour ça, pour dire venez jouer au jeu aussi derrière. Mais est-ce que c'était nécessaire, parce qu'en plus là en l'occurrence c'est des jeux qui ont eu de base beaucoup de succès, donc les enjeux sont pas les mêmes. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un peu tous les, dans ce milieu, donc ça prouve qu'on est encore, même si en France on n'est pas un art, c'est quand même considéré, j'ai l'impression par d'autres, que ça peut être un moyen de véhiculer des œuvres aussi de façon différente, quoi. Et pas que pour faire du cash comme tu disais. Oui, c'est ça, parce qu'en fait là j'ai mis aussi du coup la série Netflix Dragon's Dogma,
Bon, enfin, en fait, la série, elle est sortie, ça faisait quand même déjà, le jeu avait quasi 10 ans. C'est pas un jeu qui a eu un succès absolument phénoménal non plus. Enfin, un truc qui est un peu sorti de nulle part. Bon, c'était compliqué, parce que nous, on attendait le 2 et on nous a balancé une série Netflix et on était là, bon, les gars, bon, non, pas ça, pas comme ça. Mais du coup, oui, effectivement, ça montre que même encore maintenant, alors qu'on pourrait se dire que tout est fait pour forcément gagner de l'argent parce que le capitalisme et tout ça, en fait, pas tant. Donc, et alors Alexis, toi, je ne sais pas s'il y a une adaptation, un truc que tu retiens, parce que bon, toi en plus le sujet, tu l'as quand même poncé. Alors, en goût personnel, je ne sais pas si c'est trop intéressant. Non, juste de dire une chose, c'est que moi, quand je me suis intéressé à ces objets-là, pas par goût personnel, j'avais une thèse à écrire il y a 20 ans de ça, et j'ai simplement cherché un objet qui soit transversal sur l'histoire des rapports entre cinéma et jeux vidéo, et avec l'adaptation, depuis Shark Jaws en 1975 jusqu'à l'époque où j'y étais, où c'était un phénomène fort éditorialement. L'UMA l'a dit, voilà, les parents allaient vers ces objets parce qu'ils étaient rassurants. La Game Boy Color, c'est plus de 30% des jeux du full set de la Game Boy Color qui sont adaptés de films, donc c'est vraiment dominant. Ce que je vois, c'est qu'il y a une mauvaise réputation. Alors, on le voit, mais même ici autour de cette table, c'est peut-être des choses pour faire de l'argent. En fait, on est dans un système capitaliste où quand on fait des jeux ou des films, c'est pour faire de l'argent d'une manière ou d'une autre, et de le faire de manière différente. Mais cette mauvaise réputation a été largement nourrie par la presse spécialisée dans les années 90, à un moment où elle-même progresse aussi dans sa connaissance des jeux vidéo, dans sa volonté de valoriser des productions, je veux dire, endogènes au domaine du jeu vidéo, et on va préférer peut-être un jeu de plateforme Mario qu'un jeu de plateforme adapté d'un jeu vidéo. Mais en même temps, moi, dans les années 2000, quand je faisais cette recherche et que je parlais de ça, les gens me renvoyaient cette stigmatisation des adaptations, tout en me disant « Ah, mais moi, quand j'étais jeune sur Game Boy, je jouais à Batman ». Donc, j'en arrive, si je veux dire un jeu, moi, Batman sur Game Boy, typiquement, la musique est formidable, et c'est des très très bons souvenirs, mais dans un rapport nostalgique aux jeux vidéo, qui fait aussi partie de notre expérience des jeux vidéo. Oui, puis ça conditionne comme on le voit. Non, bien sûr, absolument. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le public ? Oui, bonjour. En fait, il y a un éditeur de jeux qui est Riot Games, qui a lancé Arcane il y a 3 ans, et qui est à l'initiative de l'adaptation de son propre jeu. Est-ce que c'est un ovni ou est-ce que c'est quelque chose qui est courant ? Et est-ce que Riot Games est en train de définir une nouvelle norme dans l'adaptation du jeu vidéo dans le produit multiculturel, en fait, en réalité ? Selon vous ? Alors, on pourrait prendre comme cas initial le Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Mais riez. Vous êtes méprisable. N'empêche, chez Capcom, c'est un choix hyper payant. Il y a 20 ans de ça, des exécutifs de Capcom disaient que 10 ans après sa sortie en salle, le film continuait de leur apporter de l'argent. Tout simplement parce que Capcom avait eu l'intelligence d'être coproducteur du film. Ce qui n'était pas le cas au départ, où les ayants droit, typiquement Nintendo qui file ses droits pour le jeu de Rocky Morton et Annabelle Jankel, n'ont pas ensuite droit de récupérer sur les multiples exploitations. Donc le film a été réédité en DVD il y a 3 ans de ça. Enfin, il continue d'avoir une vie, et il continue d'avoir un public qui sera toujours prêt à aller voir Jean-Claude Van Damme jouer Guile, plutôt qu'une production assez générique. Voilà. Les cas sont assez différents. On l'a vu, Ubisoft finalement se rabat en disant c'était un peu un film vitrine, ça permet peut-être de faire revivre aussi. On voit souvent pour les éditeurs, adapter en jeu vidéo, c'est aussi un moment de dire allez, on remet un peu d'actualité autour de notre franchise, parce qu'on sent qu'elle est un peu en train de s'endormir, que les publics sont en train de changer, etc. Et puis on le voit avec le Mario, là Nintendo est là, un Zelda est annoncé, il y a quelque chose qui a pris un temps de maturation extrêmement long. Enfin, chez Nintendo, on n'est pas pressé. D'une certaine façon, voilà, on fait les choses avec une certaine intelligence et un certain pragmatisme. Donc, il n'y a pas de cas absolu. Il y a des réussites et des réceptions qui sont différentes. Arcane est bien reçu. Au-delà, et ça c'est toujours important, au-delà des gens qui jouent. L'enjeu, c'est ça. C'est comment on touche à partir du jeu vidéo. C'est au-delà, parce que le public du cinéma, c'est de 7 à 72
77 ans, et le film mainstream, c'est celui qui est suffisamment consensuel pour rassembler le plus de gens. Donc je ne vois pas se dessiner, on voit des stratégies, grosso modo, qui sont soit être intégrées à la production, soit la céder à d'autres, avec des effets de droit de regard, mais une routinisation. Voilà, on a une demande en production audiovisuelle qui est en augmentation, cinéma, télévision, plateforme aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, ça appelle aussi à aller vers ces contenus qui vont pouvoir au moins garantir... je prends toujours l'exemple de l'adaptation de Tetris au cinéma, on en parle régulièrement, on va adapter Tetris au cinéma. Je suis sûr que dans cette salle, il y aura des gens qui se rendront en salle parce qu'ils auront une curiosité de se dire comment ils ont fait Tetris en cinéma, et que d'une certaine façon, vous participerez à et je participerai aussi, à cet appel d'air pour peut-être constituer, il y a peu de chance. Je me suis loupé sur Mario. Mario, j'ai pas du tout vu que ce serait ce que ça a été. Mais quand je suis allé avec mon fils un vendredi soir dans ma salle de banlieue et que j'ai vu qu'on avait les 2 dernières places, je me suis dit, il se passe quelque chose. Mais voilà, c'est à peu près ce que je peux dire rapidement là-dessus. Et pour revenir sur Arcane, il y a un truc un peu particulier dans le rapport de Riot avec ses héros de League of Legends. C'est un studio, au-delà de tout l'aspect tentaculaire du studio qui est énormissime et qui va chercher aussi dans d'autres types que le MOBA avec LoL, ils ont déjà mis en scène leurs personnages à travers quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le cinéma, la littérature ou quoi. Il y a des personnages de League of Legends qui ont été utilisés pour monter un vrai groupe de K-pop qui s'appelle KDA, avec de vraies chanteuses, certaines issues de groupes de K-pop idol. Donc il y a un amusement d'aller au-delà de ce que leurs personnages représentent chez Riot, et je pense que le fait qu'ils aient eu un peu les mains dans Arcane, ça vient aussi de là. C'est qu'ils s'amusent quelque part à mettre en scène leurs personnages ailleurs que dans League of Legends. Oui, ils débordent déjà un petit peu et c'est leur volonté. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça paraissait assez cohérent en fait, quoi. Enfin, ça n'a pas forcément, c'est pas que ça n'a pas étonné, mais c'est hyper intéressant à voir. Et puis alors là, d'un coup, en y pensant, mais bon, là, on rentre dans le domaine que tu évoquais, Alexis, sur la question du commentaire et tout, mais je pense à des films comme Pixels ou Free Guy ou ce genre de choses-là, ou même Ready Player One, qui... Le gatekeeping. C'est difficile, j'avais pas envie de vous infliger ça, mais on est sur la fin, donc je vous teste un peu. En plus, vous avez la dalle et tout, donc, bref, hyper bien. Mais en fait, c'est vrai que là, du coup, on a ce côté aussi, là, un peu racoleur, quoi. C'est-à-dire, alors les jeunes, vous avez le jeu vidéo, tac, tac, boum, boum, et les pixels, les machins. Et c'est pour ça qu'Arcane, c'est si fort aussi. Ce que tu dis, je pense, moi, je pense aussi à un autre exemple. Il y a un petit malin qui a fait un TikTok en disant « Waouh, regardez !» Ils ont fait un jeu adapté d'Arcane, c'est génial, ils l'ont fait en quelques mois. Le truc est devenu viral, j'étais en mode, mais c'est pas possible, enfin, c'est incroyable. Et à quel point... C'est du rage bait, ça d'abord. Ouais, voilà, mais à quel point c'est... même je pense chez Riot, ils ont vraiment insisté pour vraiment sortir eux ce qu'ils avaient créé dans l'œuvre. Après, il y a aussi un autre truc, on parle de boîte de tech à boîte de tech. Je pense que c'est la relation depuis 10 ans, parce qu'en fait, la première saison d'Arcane, c'est avec Fortiche, c'est quasiment 10 ans. Et je pense que c'est d'abord les petits trailers, les petits teasers qui ont fait qu'après, on a dit voilà. Et c'est l'effet Nintendo, je pense aussi, c'est ça sortira, quand ce sera prêt. Et ça fonctionne, même si ça a été douloureux apparemment à faire, j'imagine. Ouais, mais c'est intéressant effectivement de voir. C'est passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Oui, je vois. On est en train de complètement dépasser, mais c'est pas grave. C'est moi après, c'est pas grave. Ouais, désolé. Personnellement, je suis un petit peu plus fan de films à la base que de jeux vidéo. Il y en a pas mal que j'aime bien. Ouais. Il y en a un particulièrement que je trouve très intéressant, c'est le film Professeur Layton et la diva éternelle, qui n'est pas une adaptation directe d'un jeu en particulier, qui a sa propre place dans la licence. Il se passe entre le 4e et le 5e opus. Et ce qui m'a pas mal surpris en faisant le 6e opus de Professor Layton, c'est qu'à un moment, ils disent assez clairement que oui, le film existe dans la digeste de l'univers. C'est canon, quoi. Si vous voulez comprendre l'histoire complète de la série, qu'est-ce qu'a fait Death Skull, regardez le film. Et le film est conscientisé dans le 6e opus de la série en jeu vidéo. Est-ce que ça a ramené des gens à aller voir le film? Est-ce que Comment est-ce que vous avez une opinion sur cette gestion, ce cross-média de la licence Layton avec son film? Madame Wood, on a combien de temps?
Bah là, on a moins 5 minutes. C'est parti. Bon, en 2 mots, c'est ce qui a porté les industries culturelles dans les années 2000, qui est le transmédia. Voilà, la question de la narration transmédia, c'est-à-dire d'avoir sur différents supports des arcs narratifs qui sont complémentaires les uns avec les autres. C'est probablement le matrice des sœurs Wachowski qui a été un peu la matrice, pour le coup, de cette possibilité et ce rêve un peu des industries culturelles dans les années 2000 de pouvoir... tu as utilisé un terme, faire canon, homogénéiser, avoir des cohérences entre les récits. Ensuite, il y a la réalité des choses. Voilà. Ça peut, sur un professeur Layton, se voir, et ça va répondre à un spectateur comme toi qui a joué sur sa DS, qui voit des connexions, qui a une connaissance de l'univers et qui va pouvoir intégrer pleinement ce continuum. Le problème, c'est que le monde est fait de générations qui se renouvellent sans cesse, et qu'à la réalité, les gens tombent sur des versions, j'ai utilisé tout à l'heure cette expression, des états possibles des fictions industrielles. Voilà. Des états possibles des fictions industrielles, ça veut dire quoi? Mon fils, il a découvert Star Wars sur Lego Star Wars. Voilà. Et c'est sa première entrée dans l'univers Star Wars. Ça s'est fait par cette modalité-là, qui est très spécifique, qui a un discours même sur Star Wars, etc. Le transmédia, ça a été porté par Henry Jenkins, qui est un chercheur en sciences des médias américain, qui était très proche de la Californie, donc qui était dans un dialogue constant, et d'une certaine façon, les critiques que moi j'ai pu lui faire dans mes travaux, le type est adorable, hein, mais la recherche est aussi se critiquer, c'est qu'il partait d'un usager des fictions industrielles qui était un trop bon élève, d'une certaine façon. Et ces bons élèves des fictions industrielles, il y en a peut-être quelques-unes et quelques-uns dans la salle, mais en fait, c'est pas la majorité du genre. Les gens naviguent d'une fiction à l'autre, naviguent d'une série à un comics, etc. Et ça produit quelque chose d'assez neuf, c'est-à-dire des démultiplications d'arcs narratifs, des démultiplications de canons parfois, des entreprises qui sont obligées d'un coup d'arriver en disant « Ah bah Disney rachète Star Wars, alors le canon maintenant c'est ça, le reste c'est légende », et d'avoir des renégociations comme ça sur qu'est-ce qui est le contenu central, la colonne vertébrale d'une diégèse fictionnelle, et qu'est-ce qui a pu se faire autour sur des questions industrielles. Et on en arrive à un point extraordinaire. Moi, je suis assez content, parce qu'il y a 15 ans, je disais, bien, il va se passer des trucs de ce niveau-là. À l'époque, je repérais simplement Hulk sur les grands écrans. En 9 ans, on a 3 Hulk différents qui sortent sur les grands écrans, celui de Ang Lee, celui de Le Terrier, celui des Avengers. 3 origin story différents, 3 interprètes différents. Et le public ne gueule pas. Sympa. Et en histoire des sciences de l'information et de la communication, le cas hyper connu, c'est une actrice de Dynasty, un soap-opéra des années 80 qui est changé d'une saison à l'autre, mais le public qui pourrit la chaîne de télévision en disant « Non, mais nous, on veut l'actrice du départ », ils sont obligés de la réengager parce qu'il y a un attachement à la cohérence des récits. Probablement qu'on est dans une période où ça a largement explosé. Et on le voit très bien parce qu'aujourd'hui, on a des propositions fictionnelles, précisément, qui rencontrent des univers fictionnels très hétérogène. Si je prends d'un Smash Bros jusqu'à un Kingdom Hearts en passant par un Disney Infinity, vous avez peut-être oublié ça, mais ça, voilà, ça a été ça. Ça a été réel. On a une logique de parc d'attractions, d'une certaine façon, qui s'installe dans les mondes de fiction et qui fait que chez Marvel, quand on sort le dernier Spider-Man, on essaye de recréer de la cohérence. Vous avez vu avec 3 séries, là aussi, sur une quinzaine d'années. C'est, à mon avis, des nouvelles configurations de la fiction et qui, d'une certaine façon, sont un constat que la cohérence narrative, ça coûte cher et que on peut difficilement le mettre en œuvre. Je suis désolée, on va s'arrêter là. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Merci, Dolly. C'était trop bien. Merci.